Ok, du coup, maintenant on va parler un peu de programmation orientée aspect, AOP, comme on dit. Du coup, au programme, 5 étapes. Dans un premier temps, je vais passer très rapidement sur quelques bonnes pratiques générales de programmation. Dans un deuxième temps, on va aller plus sur des concepts théoriques autour de la programmation orientée aspect. On va essayer d'appliquer ça sur un cas concret, faire un petit bilan, est-ce que c'était bien ou pas. Et si on a le temps, on fera un peu de live coding. Voilà. Du coup, des bonnes pratiques pour partir sur des bases solides. Le premier principe dont je voulais vous parler, c'est le dry. Je pense que vous le connaissez. Sinon, il y a des outils d'analyse syntaxique de code qui vont vous le rappeler. C'est pas bien de dupliquer son code parce que en fait, on va perdre beaucoup de temps. Le jour où il faut faire une évolution, il faut la faire à 10 000 endroits. Donc, c'est le mal absolu de répéter son code. Et le deuxième principe très général dont je voulais vous parler, c'est le SRP, Single Responsibility Principle. C'est le S des principes solides d'ailleurs. C'est un principe qui veut dire que il vaut mieux avoir plein de petits outils très spécialisés qui font très bien leur travail plutôt qu'un couteau suisse qui fait plein de choses mais qui les fait pas forcément bien. En termes de code, ça se traduit comment? Ça se traduit en avoir un code modulaire, des petites classes, des petites méthodes qui font bien ce qu'elles doivent faire et pas des classes de 10 000 lignes comme j'ai pu en voir parfois. Voilà, donc maintenant on passe à la partie un peu théorique sur l'AOP. Du coup, Aspect Oriented Programming, AOP, pourquoi faire? C'est pour factoriser et abstraire des problématiques techniques qui vont être récurrentes dans votre application. En anglais, on dit cross-cutting concerns, ça fait un peu plus cool. Par exemple, des problématiques récurrentes, il y a les logs. J'ai envie de loguer systématiquement les entrées et les sorties de mon application. Je vais avoir aussi la sécurité, très important. Comment je fais pour être sûr que l'utilisateur qui va appeler à un web service par exemple est bien authentifié, qu'il a bien les droits, l'autorisation d'exécuter ce service. Il y a la gestion des transactions en base de données. Aujourd'hui, j'espère que vous n'ouvrez pas les transactions à la main et que vous ne les committez pas ou ne les rollbackez pas à la main, etc. À part les tâches techniques récurrentes, il peut aussi y avoir dans vos applications des besoins métiers spécifiques qui vont être également transverses et que vous pouvez gérer en faisant de l'aspect. Ça va aussi nous permettre vraiment de séparer le code métier, qui est notre logique, notre business, des choses techniques comme comment je log, comment je gère ma sécurité. Du coup, un peu de texte, désolé, mais 3 concepts clés pour voir un peu ce que c'est l'AOP. Le premier, c'est le join point. C'est ce qui me dit où est-ce que je peux exécuter des aspects. Donc en Java, c'est très simple, c'est avant ou après une méthode. Ensuite, quand? Ça, c'est le point cut. Ça me permet de dire un aspect donné, par exemple, ma gestion de la sécurité. À quel moment est-ce que je fais le check de sécurité? Par exemple, on peut dire avant toutes les méthodes de la couche service ou après certaines méthodes de certaines classes de la couche DAO. Et enfin, le quoi, c'est ce qu'on appelle l'advice. Dans l'advice, c'est là où je vais écrire le code de la logique de mon aspect. Par exemple, si j'ai envie de checker l'identité de l'appelant, c'est là où je vais écrire mon code qui va faire les bons checks. Un advice, il a également accès à l'appel de méthode, c'est-à-dire il sait quelle classe, quelle méthode, quels paramètres sont passés, quel résultat ça retourne. Donc voilà. Des exemples bateaux d'advice que vous avez certainement dû rencontrer. Du coup, c'est quoi un aspect? C'est un point cut et un advice. Le point cut, c'est le quand et l'advice, c'est le quoi. Des exemples, donc on en a parlé, vous connaissez probablement la notation @transactional qui va avant l'exécution de notre méthode, ça va ouvrir une transaction en base de données et à la fin de l'exécution de notre méthode, si ma méthode a renvoyé un résultat normalement, elle va committer ma transaction. Si elle jette une exception, ma méthode, elle va rollbacker cette transaction en base de données. On a aussi par exemple dans Spring une annotation comme catchable qui permet de mettre en cache des résultats.
c'est un truc qui peut être vachement pratique. Par exemple, si j'ai une méthode qui a un temps d'exécution non négligeable, parce que je fais beaucoup de calculs, parce que je vais faire un appel de web service à une ressource externe et qui va mettre 10 secondes pour me répondre. Donc, add cacheable, ça va permettre de mettre en cache les résultats. Et si jamais je rappelle cette méthode avec les mêmes paramètres, ça va aller chercher le résultat dans le cache sans exécuter la méthode. Et on a aussi un cas qu'on connaît très bien quand on développe des applications web, c'est les exceptions handler. Quand j'ai une application web et que je dois renvoyer une réponse HTTP, si jamais j'ai une exception qui remonte, je ne peux pas me permettre de ne pas répondre. Donc ce que je vais faire, c'est à une certaine couche de mon application, je vais capturer cette exception et je vais générer un message d'erreur en fait, qui va être le contenu de ma réponse, ce qui permettra de présenter par exemple à un utilisateur humain un message d'erreur compréhensible ou de renvoyer une certaine réponse à un système d'information. Du coup, concrètement, comment ça marche? Il y a trois manières de faire. La première, ça va être à la compilation. Donc, je vais insérer mes aspects dans mon code à la compilation. Je vais avoir une phase de post-processor qui va modifier le bytecode généré. J'ai la même chose au runtime, c'est ce qu'on appelle le weaving. Donc, ça va modifier, par exemple, au démarrage de mon serveur, ça va aller modifier le code, le bytecode de mes classes. Et ce qu'on utilise très souvent, ça va être les proxys. Donc les proxys, comment ça marche? J'ai le target. Le target, c'est ma méthode. C'est le truc que moi j'ai développé, c'est ma logique métier. Et je vais avoir mon framework ou ma librairie qui va générer un proxy autour. Et avant chaque appel de méthode ou après chaque appel, il va aller exécuter certains aspects. On a bientôt fini sur la partie théorique, ça fait beaucoup d'informations. Comment est-ce qu'on configure les point cuts? Donc pour rappel, les point cuts, c'est à quel moment j'exécute un certain aspect. Donc on peut avoir une configuration externe, enfin via une conf XML, via une configuration Java, en disant exécute-moi tel aspect sur toutes les classes de tel package. Donc ça c'est cool, c'est externalisé. On a un découplage complet entre nos aspects et notre code qui nous appartient. Et on a aussi une configuration interne, c'est-à-dire à l'intérieur de mon code, par exemple avec des annotations, comme @transactional, c'est dans mon code que je déclare que je veux que ma méthode soit transactionnelle. L'avantage de cette approche, c'est que quelque part, on va documenter notre propre code et on va un peu mieux comprendre ce qui va se passer. Les implémentations en Java, il y a Aspect-J, c'est le plus connu, le plus mature. Spring AOP se base sur Aspect-J. Pour les gens qui font du CDI, Gaël n'est pas là, il y a les CDI Interceptor et il y a aussi une petite librairie Agilité que personnellement je n'ai jamais pratiqué. Voilà, donc maintenant c'est fini pour tous les concepts un peu théoriques. J'essaye de survoler ça. On va essayer d'appliquer ça à un cas concret où en fait on va faire des sandwichs en Java. Donc juste un petit disclaimer, le code que vous allez voir, il est fictif. Toute ressemblance serait complètement fortuite. Donc on y va. Voilà mon code pour préparer un sandwich en Java. Donc dans mon code, il y a quand même pas mal de choses. J'ai du mal à lire. Si je me dis que demain, il y a un nouveau développeur qui rejoint le projet, il va avoir du mal à rentrer dans le projet. Il y a beaucoup de choses. Il y a du log, il y a de la gestion de sécurité. Et j'essaye de mettre en valeur un peu ces différentes problématiques. En rouge, on voit que au début et à la fin, je vais loguer les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie. En bleu, je vais avoir une gestion de sécurité. Et en vert, je vais avoir la gestion des transactions en base de données. Et du coup, tout ça, donc c'est des problématiques techniques récurrentes. Et moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais bien, c'est ne faire qu'écrire du code métier. Et au lieu de la grosse méthode que vous venez de voir, j'aimerais bien avoir seulement 4 lignes de code. Parce qu'au final, sur toutes ces lignes de code, qu'est-ce que moi j'ai vraiment implémenté?
c'est ces 4 lignes qui sont ma logique métier, où je vais aller chercher une recette en base de données, je vais jeter une exception si je ne la trouve pas, je vais appeler cuisine service pour préparer mon sandwich à partir de la recette. Et ça justement, l'AOP, c'est ce qui va nous permettre de séparer ces problématiques transverses du code spécifique à un service donné ou à une méthode donnée. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur AspectJ. Donc tout à l'heure, je parlais de point cut. C'est comment on dit comment associer un aspect à l'exécution de certaines méthodes. Et en fait, AspectJ, il a un langage d'expression qui nous permet de spécifier ça. Et des annotations qui nous permettent de dire à quel moment on va exécuter notre aspect. Donc très rapidement sur les annotations, il y en a 5. At around, donc je vais exécuter des trucs avant et après l'exécution après ma méthode. Je vais avoir le at before et le at after, c'est assez explicite. Ensuite, le after, il y a 2 autres variantes, c'est le after returning et le after throwing. L'after returning ne s'exécutera que si ma méthode a fini normalement. Et le after throwing ne s'exécutera que si ma méthode a jeté une exception. Maintenant, on va aller voir un peu plus le langage d'expression. Donc là, quand je mets ça, ça veut dire que je veux que mon aspect s'exécute à chaque appel de méthode de toutes les classes qui se situent dans un package appelé jug.toulouse.demo.controller. Je peux aussi récupérer par exemple des valeurs, des annotations. Si je mets une annotation sur ma méthode, je peux récupérer la valeur de l'annotation. Donc je fais la même chose ici, dire toutes les méthodes de toutes les classes du package controller et qui sont annotées avec l'annotation myAnnotation qu'on retrouve dans la signature de la méthode. Et donc là, j'ai accès à l'instance de cette annotation. Par exemple, si j'ai mis des paramètres sur cette annotation, je vais pouvoir les récupérer via cette référence. On voit aussi que je peux mettre des noms de méthodes spécifiques, je peux mettre des noms de classes spécifiques si je veux vraiment cibler un aspect un peu plus. Il y a aussi un système de wildcard pour... on peut dire par exemple, on peut cibler tous les getters ou tous les setters. Pour mon after returning, je peux récupérer le résultat qui a été renvoyé par ma méthode. Donc en faisant returning égale résultat ici, et du coup je récupère mon résultat là. Pareil pour l'exception, s'il y a une exception qui est jetée dans mon after throwing, je peux la récupérer à travers la notation et elle m'est passée ici en paramètres. Ensuite, comme je vous disais, l'advice, il a accès un peu au contexte d'exécution de la méthode. Donc, on le voyait ici, j'ai mis aussi un paramètre join point ou proceeding join point. C'est ce qu'on va voir. Avec mon join point, en fait, je peux avoir accès à pas mal de choses. Par exemple, je fais un get signature. Du coup, j'ai accès à la signature de la méthode qui est exécutée. Et avec cette méthode qui est exécutée, je vais pouvoir sortir le nom de la classe, la méthode. Je peux aussi, avec le getArgs, avoir la valeur des paramètres qui sont passés à ma méthode autour de laquelle j'exécute un aspect. Et en faisant le getTarget, j'ai même accès à l'instance, l'objet qui est proxifié. Et quand on fait un atAround, là on va utiliser un proceeding join point qui est exactement comme un join point, sauf qu'en plus, il a une méthode proceed qui va me permettre d'exécuter ma méthode cible. C'est un peu le même fonctionnement que les intercepteurs par exemple. Voilà donc le bilan de tout ça, avec l'exemple des sandwichs, c'est que ça présente quand même quelques avantages. On va respecter le dry parce qu'on va factoriser nos problématiques récurrentes et transverses. On va les coder qu'à un seul endroit. Le jour où on voudra les faire évoluer, on n'a qu'un seul endroit où effectuer ces modifications. Ensuite, on va respecter le SRP parce qu'on a séparé les problématiques. La méthode préparer sandwich que vous avez vu au début, le gros pâté, ben, il y avait ma logique métier, il y avait la logique de transaction, la logique de sécurité. Là, je me retrouve avec 4 méthodes. Mon service qui fait ma logique métier, mon aspect transaction qui fait la transaction, etc., etc. Du coup, on va gagner en qualité parce qu'on va avoir un code plus modulaire, plus facilement lisible,
et on va gagner en productivité. Demain, je veux développer un nouveau service, je n'ai pas à réécrire le code qui gère la sécurité. Je n'ai pas à réécrire le code qui gère les logs. Ça sera fait de manière transverse. Les cas d'usage sont multiples. Donc, on a parlé des transactions, de l'error handling. On peut faire des statistiques. On peut avoir des besoins métiers spécifiques. On peut même dire, par exemple, avant l'exécution, à chaque fois que j'exécute une méthode de mon service, avec un client Kafka, je vais produire un message. C'est des cas qui sont possibles. On a aussi parfois, c'est pas que technique, je vous disais tout à l'heure, des fois on a aussi des cas métiers spécifiques. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai pu rencontrer dans des expériences passées. Par exemple, on avait un client qui avait une application web avec plein de services et qui voulait pouvoir, via une interface d'administration, activer, désactiver dynamiquement certains services. Du coup, on a mis en place un aspect autour de nos différents services et à chaque fois qu'un service est exécuté, l'aspect, il va aller checker si l'administrateur a activé ou pas ce service. Donc s'il a activé, on continue l'exécution normalement. Si l'administrateur a désactivé ce service, on va renvoyer un message d'erreur très propre qui dit attention, ce service n'est actuellement pas disponible. Un autre cas métier pratique, c'est par exemple, j'ai une application web, j'ai des headers dans mon application web que je vais utiliser plus tard dans mon traitement. Plutôt que de les passer en paramètres du contrôleur à mon service à 3 à 4 classes, en fait, je vais avoir un aspect qui va capturer dans mon contrôleur et à chaque fois que je reçois une requête web, je vais lire ces headers, je vais les mettre dans un thread local et avec ce thread local, je vais pouvoir y avoir accès plus tard dans mon code. On peut aussi faire des choses, par exemple générer des identifiants uniques de requêtes. Voilà, tout ça c'est des choses très diverses et très variées. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un peu de code avec mon IDE préféré. Donc, j'ai une application avec Spring Boot. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu un exemple avec Spring Initializer. Pareil, en fait, c'est très simple. Si je veux faire une application web, bien sûr, je vais mettre web. Et pour l'AOP, je fais AOP et j'ai mon aspect. Et ça va me générer un squelette de projet prêt à l'emploi. Donc là, j'ai déjà une base de code en fait où on va avoir une application web avec un contrôleur qui permet de préparer des sandwichs et des pizzas. C'est pour faire la transition avec ce qui va arriver tout à l'heure. Et derrière, j'ai deux classes, pizza service et sandwich service. Voilà. Non. Est-ce que c'est assez lisible ou faut peut-être que j'augmente la taille de la fonte, mais je ne sais pas comment faire. Bon, c'est pas grave. Du coup, l'exemple que j'ai envie de vous proposer, c'est déjà je vais démarrer le serveur dans un premier temps. L'exemple que je vais vous proposer il est très simple. On va juste faire un log. On va loguer à chaque fois que j'ai un contrôleur qui va être exécuté, je vais loguer les paramètres d'entrée et je vais loguer le résultat de sortie et je vais calculer le temps d'exécution. Voilà. Donc, c'est une application web très simple. Donc, j'ai /pizza /ren. Ça me permet de préparer une pizza avec une base tomate et jambon champignon. Non. Attends. On va aller plutôt sur ça. Par exemple, j'ai aussi sandwich américain. Je pense que ça marche. Voilà, c'est très simple. Actuellement, dans ma console, il se passe rien du tout. Du coup, on va essayer de loguer ça automatiquement sans toucher mon code des services. Donc, je vais créer un nouvel aspect.
que je vais appeler logging aspect. Quand on fait du Spring AOP, bah, l'aspect, c'est également un bin Spring, donc on met la notation add_component. On va mettre aussi la notation add_aspect, qui permet de dire que c'est un aspect. Et si jamais on a plusieurs aspects qui vont s'exécuter de manière concurrente sur une même cible, on a aussi une notion d'ordre. Donc avec la notation add_order, je peux mettre par exemple 0. Voilà. Du coup, je veux loguer les appels contrôleurs. Donc, comme on voyait tout à l'heure, on va avoir besoin d'un proceeding join point pour avoir accès un peu aux informations de la méthode qui va être exécutée. Et je vais annoter cette méthode avec la notation @around qui prend... Ah, c'est plus dans mon presse-papier. Du coup, j'ai prévu ça. Oula. Voilà. Donc là, en fait, à chaque fois que je vais exécuter une méthode d'une classe dans le package controller, il y aura mon code de mon aspect qui va être exécuté. Et donc, à partir de mon join point, je peux récupérer la signature. Avec ma signature, je récupère le nom de la classe. Get declaring type. Get name. Je peux récupérer le nom de la méthode qui est exécutée. Voilà. J'avais aussi prévu du coup un petit helper pour pas avoir trop de code à écrire. Et du coup, ce que je veux faire, faut que je fasse mes imports. Avant l'exécution de ma méthode, qu'est-ce que je veux loguer? Je veux loguer le nom de la classe qui est exécutée, le nom de la méthode et la valeur des paramètres en entrée. Donc les paramètres, ça aussi je le récupère de mon join point. Et avec mon helper, je vais pouvoir loguer l'input. Ouais, voilà, cool. Ensuite, je vais lancer l'exécution de ma méthode. Donc ça, je le fais avec mon join point. Donc je fais un jp.proceed. JoinPoint.proceed va retourner la valeur qui va être retournée par la méthode sur laquelle on applique l'aspect. Donc ici, j'ai mon résultat. Et ça peut également jeter une exception. Donc je peux faire un try catch. Là, pour la simplicité, je vais la déléguer à plus bas dans la pile. Et je peux loguer également le résultat. Log output. Hop. Et ouais, j'avais prévu du coup aussi de loguer la durée que ça a pris. Donc, là, je vais juste prendre, avant l'exécution de ma méthode, une mesure du temps.
Et là, en fait, mon helper, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend un instant.now et il fait la différence. Du coup, là, voilà, j'ai une mesure du temps avant, une mesure du temps après. Ça me donne la durée que ça a pris. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est, plutôt que de jeter l'exception, on va la gérer, juste pour vous montrer qu'on peut également faire du log des erreurs. Donc, si je fais ça, je peux faire logger helper. Log exception. Bon. Par souci de simplicité, je vais mettre 0 là. Et non. Bon, c'est pas grave. On va violer le principe de dry et on va faire un copier-coller du code. Ça reste entre nous. Il est toujours pas content. Ah oui, parce que c'est un throwable. Bah écoute. Ok. On va le faire plus simplement. Et on va quand même jeter throwable si c'est une erreur et que c'est pas une exception. Voilà. Donc je log que les exceptions, pas toutes les erreurs qui peuvent arriver. J'ai encore du rouge. C'est parce que... Ouais. Je vais juste le déplacer là. Voilà. Donc là, j'ai mis tout mon aspect de logging. Et bah, juste pour le fun, on voit que mon contrôleur, mon cuisine contrôleur, il n'y a pas du tout de logging. J'ai pas du tout touché mon code de mes contrôleurs ou mon code de mes services. Je vais redémarrer mon serveur. Et je vais refaire un appel via navigateur. Et du coup, là, je vois ce que je viens de coder en fait, c'est-à-dire avant l'exécution de la méthode de mon contrôleur, j'ai logué, j'ai dit c'est jug.toulouse.demo.contrôleur.cuisine-contrôleur, le nom complet de la classe. Ensuite, sandwich, ça va être le nom de la méthode. Et en argument, voilà, du coup, c'était l'argument américain. Et pareil, pour la réponse, donc j'ai le nom de la même méthode. Là, j'ai ma string qui est mon résultat. Et ça a pris 7 millisecondes. Du coup, ici, si je mets un autre argument, c'est juste pour illustrer, on voit bien que là, du coup, j'ai l'argument de ma méthode. Donc, avec un truc comme ça, on peut facilement appliquer des logs à une base de code existante avec beaucoup de classes. Ou, enfin voilà, les logs n'est qu'un exemple parmi d'autres problématiques techniques et métiers qui sont récurrentes. Voilà, c'était tout. Du coup, moi c'est Mounir Ekragi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et je veux bien répondre aux questions si vous en avez. Oui. Pardon? Donc, apparemment, on a perdu le résultat dans la page web. Effectivement, donc il y a dû avoir un problème pendant la démo. On va checker 2 minutes. C'est parce que, effectivement, je ne return pas. Ici, tu vois, j'ai récupéré le résultat que ma vraie méthode métier a pris, mais je ne le return pas. Donc, effectivement, je fais un return result.
Pourquoi il gueule? Ah oui, bah oui. J'ai mis void. Donc c'est pour ça que il n'a pas crié avant. Ouais, et là, on va faire simple. Donc, là, j'ai bien mon résultat. Et dans ma console, j'ai bien mon log d'entrée et mon log de sortie. Voilà, du coup, on l'a refait. Merci si vous avez des questions. Ouais. Ouais. Et en fait, ma deuxième question, concernant les defs, alors je vois en fait, apparemment ça passe sur la réflexion, peut-être pour intercepter toutes les communications et Donc la question c'était est-ce que ça a un impact sur les performances de faire de l'AOP? Donc la réponse est non. J'avais prévu d'en parler mais j'ai oublié d'en parler. L'impact il est négligeable. Donc j'ai pu mettre en place des choses comme ça sur des applications qui bouffaient du 50 transactions par seconde et l'overhead il est négligeable en fait parce que ça se base pas sur l'API de réflexion en fait. C'est par exemple si tu fais ça avec Spring AOP, Spring au démarrage il va te créer des proxys sur tes services ou sur tes contrôleurs, d'accord? Et ça en fait il le fait déjà. Par exemple quand tu vas mettre arrobas transactional, il va faire ça. Il va faire ça pour plein de choses parce que ton framework, il a envie d'exécuter des choses avant et des choses après. Donc, ton proxy, il a une référence vers ton target. Et ce qu'il va faire, c'est que il va appeler des aspects avant, il va appeler ta méthode et il va appeler des aspects derrière. Alors, effectivement, si tu fais pas Spring AOP, ça va dépendre de ce que tu utilises comme framework. Je ne connais pas le fonctionnement de tous les frameworks. Avec CDI Interceptor, je ne connais pas l'implémentation, mais en gros, tu as soit à la compilation, tu vas enrichir tes classes, soit avec du weaving au runtime, soit utiliser des proxys. Du coup, dans tous ces cas, tu vois, tu ne vas pas forcément utiliser ton API Reflect et tu ne vas pas forcément avoir d'impact sur tes performances. C'est vraiment négligeable. Y a-t-il d'autres questions? Oui. comment tu gères l'ordre et les conflits? Est-ce que c'est juste dans ton design de séparation des concerns et donc tout le monde doit pouvoir travailler n'importe quand? Ou est-ce que tu commences à avoir des problèmes d'ordonnancement? Tu parles de quel ordonnancement Des aspects concurrents sur les mêmes méthodes. D'accord. Par exemple, si on a un exemple, tu avais dans Sandwich, tu avais le bleu, le rouge, le vert, qui sont triés dans un certain ordre. Comment tu gères pas définir au niveau de la classe? Ouais. Tu commences à en avoir un peu partout parce que là, tu peux les avoir perdus. On est d'accord, tu as séparé les concerns, tu as des aspects ailleurs. On peut les avoir dans une autre librairie, dans un autre projet. Comment tu peux vraiment garantir que tu n'as pas de conflit? Donc la question concerne l'ordonnancement des différents aspects sur un projet où on commence à avoir plein d'aspects. Comment on fait pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit? Comment on fait pour mettre un ordre? Donc on peut mettre un ordre sur nos différents aspects. C'est ce que je montrais un peu tout à l'heure sur notre exemple. Donc je ne sais pas, peut-être que ici on voit, j'ai mis une annotation @order avec un index. Donc derrière, je peux mettre autant d'aspects que je veux. Avec cette annotation, je vais pouvoir les mettre dans un certain ordre, sachant qu'effectivement, quand on est en before, ben, ça part du premier vers le dernier, et en after, ça part du dernier vers le premier. Donc avec ça, on a un contrôle complet, et les aspects ne vont pas être concurrents, ça va être additif si tu veux. Ils vont tous s'exécuter
dans un ordre séquentiel et déterministe. Enfin, sauf si peut-être que si on met deux orders qui sont égaux, peut-être ça ne sera pas déterministe, mais au moins on a la main pour faire en sorte que ça soit déterministe. Il n'y a pas de contrôle au démarrage. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ouais. Une question. Est-ce que tu n'as pas remarqué le fait d'externaliser justement toute la mécanique? Ouais. Ça devient, en fait, pour les nouveaux arrivants sur le projet, effectivement, ils montent beaucoup plus vite en compétences sur le métier, ils comprennent beaucoup mieux. Par contre, tout ce qui est technique, ça devient de la magie. Et au bout d'un moment, sur le projet, la connaissance technique se perd. Et il y a juste le technique qui a mis ça en place, qui a cette connaissance. Et les autres sont capables de produire du métier, du business value, ok. Ouais. Par contre, dès qu'il y a un problème, plus personne ne sait gérer. Ouais. Donc, une très bonne question. La question posée, c'est on met de l'AOP, c'est cool, on va séparer notre logique métier de notre logique, de notre code technique, mais pour les nouveaux arrivants, certes, ils vont pouvoir aller plus facilement sur l'implémentation du métier, mais le côté technique va être complètement abstrait. Pour eux, ça sera de la magie et ils ne sauront pas comment ça marche. Donc, effectivement, c'est une problématique, mais comment dire, c'est pas une problématique fatale. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être magique, mais ensuite, ça va être à la charge du tech lead de briefer la team, de leur dire voilà, voilà qu'est-ce qui est exécuté, comment ça marche. Par exemple, sur un projet, on avait une page sur Confluence qui listait tous les aspects avec l'ordre, le nom de la classe et une petite description. À partir du moment où ton équipe sait qu'il y a ce mécanisme qui est en place et que tu as un document exhaustif sur ce qui est fait, normalement, tu n'as pas de problème. Après, effectivement, il y a la problématique, il faut que la documentation soit tout le temps à jour et que si jamais tu fais un changement sur l'ordre de tes aspects ou que tu en rajoutes, il faut mettre à jour la documentation. Mais ça, c'est une problématique qui n'est pas spécifique à ça. Mais de l'expérience que j'en ai eue sur une équipe assez large avec 7 développeurs, justement, c'est dans cette équipe qu'on avait mis en place ce wiki avec la liste exhaustive des aspects. Ça marchait plutôt bien. Et tu as à la fois le côté simplicité, où le nouveau, il est là, ou le junior, il comprend pas forcément tous les aspects techniques, donc il peut vraiment être productif assez rapidement. Et le jour où il a envie de s'intéresser à un aspect en particulier, il va aller voir cet aspect en particulier. Parce que sur la classe qu'on avait vue, tu as 10 000 trucs. Et si tu as 10 000 trucs, c'est pas forcément simple de trouver ce qu'il faut. Par exemple, si le mec il veut comprendre comment ça marche, je sais pas, la sécurité, et ben il ira sur l'aspect de sécurité et il aura que le code de la sécurité. Donc ça sera également plus simple pour qu'il puisse monter en compétence là-dessus. Voilà. Yes. Ouais. Même sur d'autres dérivés de GVM comme Scala, Kotlin. Pour moi, en fait, je pense que l'implicite sur Scala et des extensions sur Kotlin peuvent remplacer un petit peu ce travail-là. Donc, ouais. La question, c'est si on fait du Scala, est-ce que ça a du sens de faire de l'AOP? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont compétents dans la salle pour répondre à cette question, parce que moi, pas du tout. Voilà. Une question ouais. Un peu plus du coup dans tes habitudes. Est-ce que l'AOP ça se marie bien avec des appels de fonctions dans lesquels il va y avoir un contexte en dehors des paramètres, par exemple, on va être sur un truc un peu stateful avec un contexte de requête web. Ouais. Justement, ça faisait partie d'un des exemples spécifiques que j'avais cité. Ça te permet, il y a plein de manières de le faire, mais effectivement, si tu n'as pas envie de passer plein de trucs en paramètres,
tu peux avoir un aspect qui va se charger de collecter ces données. Et quand on aura besoin, 5 ou 6 appels plus haut, tu pourras les récupérer. Donc oui, ça se marie très très bien pour enregistrer des infos contextuelles. Je crois que je l'ai même mis dans mon nuage de mots. Quelque part, ouais, voilà, contexte. Oui. La question, c'est est-ce qu'on n'a pas des outils qui nous permettent de générer de la documentation sur les aspects, justement par rapport à la question qui était juste avant. J'en connais pas. Je pense que si tu configures bien tes loggers au démarrage de ton serveur, il y a moyen que tu actives des logs sur les différents aspects qui vont être exécutés. Mais à ma connaissance, je ne sais pas. Maintenant, à part la documentation, il y a aussi un autre truc qu'on peut faire, c'est mettre tous nos aspects dans un même package, par exemple. Ce qui, au moins, tu as un point d'entrée unique. Mais des outils vraiment qui, un peu comme ce qu'on avait vu sur Kafka où on faisait un copy-paste et qui nous sortait un super diagramme, j'en connais pas. Ok, bah, je pense que vous avez faim, donc